Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Au Cameroun aussi bien que dans la diaspora, des voix s'élèvent de plus en plus, pour condamner avec la dernière énergie, les propos tenus contre le Cameroun par Emmanuel Macron. Lors d'un salon sur l'agriculture à Paris, le président français a tenu des propos très offensifs. Des propos qui sont de nature à porter atteinte à la dignité et à la souveraineté du peuple camerounais. Les intellectuels camerounais, qui ont qualifié ces propos d'infâmes, ont décidé de rompre le silence à travers leurs analyses. Écoutons maintenant le décryptage des propos de Macron par professeur Nkolo Foué. Écoutons. On va entrer. Alors, professeur Nkolo Foué, décidément, professeur titulaire aussi des universités enseignants, géostratège, vous faites tous dans la géostratégie. D'ailleurs, on peut le comprendre avec l'entrée du professeur Charles Romain Pelé. Alors, professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes ici pour que nous puissions appréhender aujourd'hui la scène africaine en rapport avec la scène mondiale et ce qui se passe en Afrique, qui aujourd'hui, la thématique est claire, guerre hybride, complot international. Est-ce que l'Afrique est responsable ou souffre de ces dynamiques et de ces mécanismes de développement face à une société occidentale toujours aux aguets, toujours aux affûts? Bon, je voudrais d'abord qu'on commence par le commencement. Oui. C'est-à-dire que la clarification des concepts. Il y a le concept de guerre hybride, qui est un concept nouveau, que beaucoup d'Africains ne maîtrisent pas. Ils sont habitués à un concept que vous avez utilisé là à l'entame de l'émission, à savoir le concept de guerre asymétrique. On parle également de guerre non conventionnelle. Alors le concept de guerre hybride ou encore guerre postmoderne, c'est un concept que personnellement j'utilise depuis plusieurs années. Donc le concept de guerre hybride, nous l'avons rencontré en échangeant avec certains de nos collègues qui font dans la géostratégie, par exemple Andrew Koriko, qui est un Américain d'origine russe, qui a écrit un gros ouvrage et il publie énormément sur la problématique de la guerre hybride. Eh bien, le concept de guerre hybride est assez nouveau parce qu'il a été lancé dans les années, je crois, 2005 par deux généraux américains. Il y a le général Frank Hoffman et le général James Mattis, que vous connaissez sans doute, parce qu'il a été secrétaire d'État à la Défense sous la présidence, je crois, du président Trump. Bon, donc c'est eux qui ont lancé ce concept-là, notamment dans la guerre d'Irak. Parce que la guerre d'Irak a modifié la scène géopolitique mondiale. C'est là que de nouvelles formes de belligérance ont commencé. Alors, le concept de guerre hybride est associé à un autre concept qu'on appelle de plus en plus la guerre mosaïquée. Alors, c'est un concept qui a été lancé par l'Agence américaine pour les projets de recherche avancée de défense, DARPA, précisément pour comment dirais-je, pour rendre intelligibles les nouveaux mécanismes d'affrontement, de guerre, qui portent sur la désinformation, bien sûr ce que nous appelons les fake news. Alors il y a la guerre cybernétique, ça c'est connu. Il y a la guerre par procuration, c'est-à-dire que vous n'aurez plus des armées nationales qui montent à l'assaut d'autres pays. Donc au lieu de cela, des États, des groupes d'États, des organisations internationales ou des organisations non gouvernementales peuvent manipuler des forces, mais cette fois-là des forces endogènes, couplées à d'autres forces
qui viennent de l'extérieur. Dans le cas de ce que nous appelons souvent des brigades internationales qui envahissent un pays, par exemple, comme la Syrie, comme l'Irak, comme le Nigeria, l'Afrique de l'Ouest, etc. Bon, voilà, en gros, si vous voulez comprendre le concept de guerre hybride, vous avez là un certain nombre d'éléments. Mais je compléterai en disant que il faut insister sur les principales caractéristiques de ces guerres hybrides. Nous aurons peut-être l'occasion d'y arriver. Deuxième chose, le peuple français, entre 39 et 45, a été victime d'une agression, l'agression hitlérienne. L'Allemagne a occupé la France. Il y a des forces politiques en France. Par exemple, le maréchal Pétain, avec son premier, le président du Conseil, qui s'appelait Pierre Laval, qui ont rallié le camp de l'ennemi. C'est-à-dire qu'ils ont et se sont couchés devant l'agresseur. Ils ont même à un moment donné supplié l'Allemagne d'asseoir sa domination non seulement sur la France, mais sur l'Europe et l'ensemble du monde. C'est ce qu'on appelle la capitulation. Et c'est la raison pour laquelle un mot, l'opprobre, n'est-ce pas, a été jeté sur eux. On les appelle des Munichois. Bon, donc des capitulaires. Mais personne ne s'aviserait aujourd'hui à rendre la France responsable de l'occupation dont elle a été victime. Ce que nous retenons, s'agissant de cette séquence de l'histoire, c'est que un monsieur s'est levé, du nom de De Gaulle, Charles de Gaulle, qui a dit non à l'occupation. Il était ministre de la guerre à l'époque. Il a quitté le gouvernement et s'est réfugié à Londres pour organiser la résistance. C'est cela que l'histoire de France retient. Donc il retient, l'histoire de France retient la résistance d'un homme et la résistance d'un peuple à l'occupation. On a oublié. Ils ne retiennent pas l'histoire des collabos. On ne retient pas l'histoire des collabos. Nous avons nos collaborateurs. Et on en a encore vu à la télévision hier, hein, un pauvre individu qui a rencontré le président d'un pays ami. Il a tenu des propos pathétiques que je n'oserais pas commenter sur ce plateau parce que c'est quelque chose de ignoble. Aller supplier une puissance amie d'intervenir dans les affaires intérieures d'un État, je vous assure, ça nous laisse sans voix. Donc je n'ai pas à commenter ces propos-là, et je n'ai même pas non plus à commenter les propos irresponsables de ce président-là qui a brûlé... Le président français. Le président français, si vous voulez que je prononce son nom. Alors, qui a brûlé tous les usages... Macron, qui a brûlé tous les usages diplomatiques en traitant le Cameroun comme si le Cameroun était un pays, un pays soumis. Je dois dire une chose, puisque nous avons été conduits à en parler, eh bien, à savoir que la France, en matière de droits de l'homme, l'Europe en matière de l'homme n'a aucune leçon à donner. Parce que si nous prenons seulement le cas de la France, eh bien, je constate que au cours des dernières années, eh bien, la France occupe un rang extrêmement médiocre. D'ailleurs, la France n'appartient pas au pays où l'on dirait que on parlerait des démocraties parfaites, parce que il y a eu un classement qui a été fait par les instances internationales. Bon, le classement va de 1 à 10. Voilà. Alors, il se trouve que lorsque vous avez une moyenne de 8 à 10, eh bien, vous êtes classé parmi les démocraties parfaites. Mais notre chère France a une moyenne, j'ai les chiffres ici, de 7,8. Et on classe la France parmi les démocraties imparfaites. Mais bien que la France s'occupe d'abord de parfaire sa démocratie avant de donner des leçons au continent africain. Ça, c'est une chose. Et je dois dire que sur ce classement,
eh bien, il y a beaucoup de pays africains qui devancent la France. Et maintenant, il faut aussi que la France de M. Macron s'occupe de ces borgnés. C'est-à-dire que des gens qui ont été victimes de, comment vous appelez cela, des violences policières, qui ont perdu un œil. Et ces gens témoignent aujourd'hui, je vous assure. Eh bien, la France doit d'abord balayer devant sa porte avant de s'occuper, si vous voulez, des droits de l'homme au Cameroun. Et surtout, avant de dire des choses inacceptables sur notre armée. Parce que nous n'acceptons pas que notre armée, l'armée camerounaise, soit mise en cause parce que nous connaissons la moralité de cette armée, nous connaissons la formation de cette armée, nous connaissons le niveau intellectuel, n'est-ce pas, des gens qui composent cette armée-là. L'armée camerounaise n'est pas celle, le type d'armée, une armée de soudards, qui descendrait donc, tirerait à l'aveuglette pour massacrer des gens. Peut-être que nos amis européens souhaiteraient que l'armée camerounaise, eh bien, comment dirais-je, tende sa poitrine pour se faire massacrer comme les armées d'Afrique de l'Ouest. Mais le Cameroun n'est pas l'Afrique de l'Ouest et l'armée camerounaise n'est pas ce genre d'armée. Nous avons eu la chance, et le gouvernement a eu raison, et nous le constatons maintenant, de mettre sur pied des forces spéciales, bien entraînées, parce que nous avons su anticiper ce qui nous arrive maintenant, c'est-à-dire la guerre hybride. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé... Et c'est en prenant, je vous relance tout simplement, et c'est en prenant cet épisode avec Emmanuel Macron, c'était au salon de l'agriculture, oui, absolument, pratiquement, où, comme vous êtes en train de le dire, c'est un Camerounais qui demande l'intervention française, pratiquement. Est-ce que ça rentre dans ces logiques de guerre? Absolument, ça rentre dans une logique de guerre, parce que, écoutez, ce qui s'est passé il y a à peu près un an en France, c'est-à-dire que des fouillous, au sens propre du terme, qui s'attaquent à une représentation diplomatique. Imaginons un peu que le gouvernement de la République du Cameroun laisse des voyous, des délinquants s'attaquer à la représentation diplomatique française ou à la représentation diplomatique américaine ou d'un pays occidental. Vous imaginez un peu le scandale que cela créerait? Mais maintenant, nous sommes obligés de constater que nos pays, comment dirais-je, ces pays amis, entre guillemets, étaient complices du saccage de nos ambassades. Et nous l'avons constaté hier, parce que nous ne pouvons pas comprendre que des gens qui sont allés saccager le territoire camerounais à Paris, que ces gens-là, eh bien, s'introduisent dans l'entourage de M. Macron, le président de la République française, pour dialoguer avec lui. Comment est-ce qu'un chef d'État peut-il dialoguer avec des voyous? Moi, je veux comprendre cela. Mais cela ne nous surprend pas, parce que dans le cadre des guerres hybrides, eh bien, depuis les épisodes que nous connaissons très bien, c'est-à-dire ce qui s'est passé, par exemple, dans les Balkans, avec le Kosovo, etc., nous savons que les puissances occidentales se sont prioritairement appuyées sur les délinquants et sur la mafia, notamment la mafia kosovare. Ce que je dis là, je ne l'invente pas. La question est très bien documentée. C'est-à-dire que lorsque les puissances occidentales ont décidé de déstabiliser la Yougoslavie, eh bien, ils ont constitué dans la région du Kosovo des forces militaires et paramilitaires qui étaient déjà impliquées dans les trafics de toutes sortes. Les trafics d'organes humains, les trafics de drogue, etc., etc. Et ce sont ces forces-là que les puissances occidentales ont appuyées. Et c'est à ces forces-là que les puissances occidentales ont remis le destin des Balkans. Et c'est la raison pour laquelle vous avez des régimes mafieux. Alors je termine très rapidement en disant que ce qui s'est passé hier encore en Bolivie, eh bien, je crois que il vous a été donné l'occasion d'observer, d'étudier attentivement, comment dirais-je, la personnalité des gens que l'Occident
a soutenu pour l'accession au pouvoir. Mais on sait que ce sont des fascistes. Ça c'est clair, net. C'est bien documenté. Ce sont des fascistes qui sont au pouvoir là et qui sont d'ailleurs, ils sont racistes en même temps. Et d'ailleurs, leur fascisme et leur racisme, il n'est pas camouflé. Ils le proclament ouvertement. Et ce sont ces puissances-là que, comment dirais, l'Occident soutient. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé en France, je crois hier ou avant-hier, eh bien, que Monsieur Macron cause et dialogue avec des voyous, avec des délinquants, cela n'est pas étonnant. Il y a quelques semaines, il a encore reçu un autre grand délinquant du nom de Juan Guaido. Tout le monde sait que c'est un mafieux qui a des liens extrêmement étroits avec les cartels de la drogue en Amérique latine. Donc la déstabilisation dans le cas des guerres hybrides passe effectivement par l'instrumentalisation des voyous et le soutien actif aux voyous, comme le soutien qu'on a accordé aux milices internationales qui ont saccagé la Syrie, qui ont saccagé l'Irak, qui ont saccagé la Libye. Parce que les délinquants qui ont occupé la Libye en 2011, ces gens-là venaient d'où? On les a ramassés un peu partout à travers le monde, on les a mis dans les bateaux de l'OTAN, on les a déversés à Tripoli, des terroristes connus. Je ne veux pas citer leurs noms ici parce que leurs noms sont parfois imprononçables. On les a amenés à Tripoli et ce sont ces gens-là qui ont renversé l'un des régimes, comment dirais-je, les plus avancés d'Afrique sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique également. Voilà. Merci. Alors, et un peu plus avant, Nicolas Sarkozy, l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire. Vous venez de parler d'Emmanuel Macron, lui qui joue le jeu de... Il n'est pas fils de la colonisation, on ne peut pas rester dans cette colonisation, mais qui agit le contraire. Vous venez de citer un acte tout à l'heure. Ben, alors, lorsque vous dites que le monde se délecte des propos infâmes et surtout impudiques de quelques dirigeants du monde, s'agissant sur l'Afrique, je dois dire que bon, m'arrive de fréquenter les réseaux sociaux. J'ai constaté que même beaucoup de jeunes Africains ont endossé cette terminologie-là et se disant effectivement nous sommes des pays de merde. Bon, alors je dois dire que d'abord pour ces jeunes-là, ils sont vraiment à plaindre. Tout comme j'espère que vous comprenez ma question. Je comprends votre question, je suis en train de répondre à votre question. Tout comme les gens, les personnalités qui ont eu à tenir ces propos. Parce que ces propos, c'est-à-dire Afrique, continent de merde, ou encore Afrique, continent qui n'est pas suffisamment entré dans l'histoire, révèlent non pas le niveau de l'Afrique, mais le niveau culturel, le niveau intellectuel, mais également le niveau moral des personnalités qui prononcent ce genre de mots. Parce qu'un dirigeant d'un certain niveau n'a pas le droit d'utiliser une terminologie d'une telle impudicité. Cela ne peut pas se faire. Cela nous révèle aussi que lorsque quelqu'un dit l'Afrique n'est pas suffisamment entrée dans l'histoire, cela suffit simplement, comme les historiens africains ont eu à le dire en 2007, lorsque le président Sarkozy a eu à prononcer ces mots. Eh bien, les historiens, d'abord Alpha Omar Konaré et quelques autres, lui ont répondu en disant qu'il faut qu'il revisite l'histoire du continent africain pour se rendre compte que l'Afrique est quand même le continent qui est civilisé. La plupart des autres civilisations, l'Afrique aurait été l'institutrice de la Grèce, l'institutrice de Rome, l'institutrice du bassin méditerranéen. Ça, c'est la vérité. C'est une vérité historique qui est établie. Et nous savons que la mathématique,
est né en Afrique. Le plus vieux traité de philosophie de toute l'histoire de l'humanité, le plus vieux traité de philosophie écrit, eh bien, ce sont les Égyptiens. C'est un traité que nous enseignons à tous nos étudiants. Donc, je pense que le niveau intellectuel et le niveau moral de certains dirigeants du monde pose problème. Parce que lorsqu'on voit ces dirigeants agir, nous comprenons très bien que ces dirigeants sont des béotiens, c'est-à-dire des ennemis de la raison, des ennemis de la culture. Donc cela signifie que les gens qui tiennent des propos infâmes sur l'Afrique, non seulement ne comprenaient rien à l'Afrique, mais en fait ils ne comprenaient rien à la culture, ils ne comprenaient rien à la civilisation. Parce que ces peuples-là, par exemple, pour prendre le cas des États-Unis, ben, ce sont des intervenus dans la civilisation. Et un pays d'ailleurs comme les États-Unis n'a aucune, comment dirais-je, n'a pas une longue histoire. C'est un pays neuf, un pays d'ailleurs qui a été construit par des voyous, des bagnards. Ça, il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que les États-Unis ont été construits par des gens qui fuyaient l'Europe, qui suivaient l'Europe, parce que il fallait les envoyer là-bas, les bagnards, pour purger leur peine, ou alors des aventuriers. Voilà le pays Et c'est la raison pour laquelle la culture yankee ne peut pas quitter les États-Unis. Maintenant, pour ce qui est de l'Europe, la nouvelle génération des dirigeants européens maintenant a un problème. Parce que cette génération des dirigeants, c'est-à-dire M. Sarkozy, M. Macron, ils se sont convertis au néolibéralisme, c'est-à-dire le culte de l'argent. Et lorsque vous versez dans le culte de l'argent, eh bien, vous rompez avec la culture. Vous savez ce que M. Sarkozy disait à l'époque. Alors, il disait qu'il ne comprenait rien à la princesse de Clèves. C'est tout à fait normal. Quelqu'un de ce niveau-là ne peut pas lire la princesse de Clèves parce qu'il ne croit qu'à une seule chose, il ne croit qu'à l'argent. Or, l'argent, c'est l'antithèse par excellence de la culture. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, professeur Nkolo, je reviens à... C'est une merveille de vous avoir, vous deux, sur ce plateau. C'est pour ça qu'on doit aller dans le fond. Alors, dites-moi, est-ce que le discours aujourd'hui que vous tenez, le discours de cette Afrique, en principe, qui est en marche, qui est pour vous, si l'on vous croit, dynamique, est-ce que ce discours peut être relié à la pratique lorsqu'on sait que quelque part, c'est la France qui contrôle le G5 Sahel, c'est la France qui a une certaine gestion monopolisante, c'est certaines puissances, c'est par exemple les États-Unis qui sont en train de courtiser, c'est la Russie qui arrive. Aujourd'hui, quelles sont les dynamiques pratiques qui doivent être mises en place pour que quand même il y ait un rapport de force, un rapport avec le discours que vous tenez? Ben, l'Afrique n'a pas attendu le discours que nous tenons ici pour s'autodéterminer, pour prendre les décisions les plus appropriées pour l'affirmation de sa souveraineté, surtout pour son indépendance économique, son indépendance monétaire également. Alors, les Africains, les Camerounais... Je vous relance juste. Le discours que vous tenez ici est assez novateur, peut-être conforte quelque part le grand combat engagé par Afrique Média au plan de la communication, c'est-à-dire du faire savoir. Oui. Il est novateur en ceci que par rapport à la dynamique, je vais utiliser un mot caricaturé, à la dynamique d'un continent enténébré, d'une dynamique en fait, des logiques où un continent est dans le noir, vous vous dites ça va et les perspectives sont positives. Les perspectives sont elles sont encourageantes, elles sont même brillantes. C'est étrange que nous tenions ces discours-là. Nous le tenons parce que il faut aller au-delà des petites querelles locales, des petites querelles politiciennes sur qui doit accéder au pouvoir. Non. Parce que si on s'enferme dans ces querelles de politiciens, eh bien, les grands enjeux
seront perdus de vue. Ah, ça devient intéressant. Ah oui, les enjeux seront perdus de vue. Et c'est la raison pour laquelle le discours des politiciens, la question relative à la démocratie, à l'alternance, pour moi, sont des questions ennuyeuses. Et c'est des questions qui n'ont aucun sens. Lorsque je compare ces questions-là, aux mesures que l'Afrique, comme continent, prend dans le cadre de l'Union africaine, parce que c'est là que nous pouvons mesurer les avancées de l'Afrique. Le professeur Mbele l'a signalé là tout à l'heure. Lorsque l'Organisation de l'Unité africaine a créé, eh bien, l'Organisation de l'Unité africaine s'était assigné un certain nombre d'objectifs. C'était la décolonisation complète de l'Afrique. Cela est un acquis. Il n'y a plus de problème. Aucun pays en Afrique ne ploie plus sur le joug du colonialisme, en tout cas le colonialisme direct. Vous permettez une relance dans cette trajectoire-là? Je voulais quand même... Allez-y, allez-y. Je reviendrai là-dessus. Oui, je voulais continuer. Oui, allez-y. Maintenant, lorsque vous avez les informations que nous autres nous avons s'agissant des grands projets de l'Union africaine. Vous savez que l'Union africaine a élaboré un agenda qu'on appelle l'agenda 2063. Eh bien, l'agenda 2063 est un document programme qui planifie le développement de l'Afrique dans toutes ses composantes, construction des infrastructures, industrialisation, mise en place d'un gouvernement panafricain, notamment à l'horizon 2030, etc. Donc quand vous voyez ces documents-là, eh bien, vous vous mettez à rêver. Et nous avons raison de rêver parce que lorsque vous savez que d'ici quelques années, eh bien, des chemins de fer à train rapide vont sillonner l'ensemble du continent africain d'est en ouest. Nous aurons des ports un peu partout et l'un des exemples pratiques, concrets, c'est le port de Kribi. Il y aurait des barrages. Je ne suis pas trop pessimiste, mais on a vu aussi l'ONEPAD avec la personne que vous connaissez. Mais nous ne sommes plus seulement là au niveau des grands discours. Parce qu'avec l'agenda... je voulais me rassurer. Je suis en train de vous rassurer en vous disant que l'Afrique, l'Union africaine n'est plus au niveau des discours. L'Union africaine a négocié un partenariat stratégique avec un pays ami, et ce pays-là, c'est la Chine, pour la réalisation de l'agenda 2063. Et puis, cet agenda a commencé à être mis en œuvre. Si vous visitez l'Afrique de l'Est actuellement, eh bien, vous allez vous rendre compte que la construction des infrastructures sont, comment dirais-je, les mutations induites par la construction des infrastructures avancent à grands pas. Bon, et ces projets-là, nous-mêmes ici au Cameroun, nous avons lancé, n'est-ce pas, des grands projets dans ce sens. Le projet est là, les financements sont garantis, ça je peux vous le dire, parce que il y a des banques, des pays amis qui ont décidé de soutenir ces projets-là. Et vous savez que l'Afrique actuellement subit le harcèlement d'un certain nombre de puissances, d'institutions internationales sur l'excès d'endettement de l'Afrique. Il y a encore, je crois, une semaine, il y a une institution financière internationale qui reprochait à la BAD d'accorder beaucoup de crédits aux États africains. Et la réponse de la BAD est connue. La BAD, Banque africaine de développement, a dit que les crédits que nous accordons aux États africains, c'est pour la construction des infrastructures. Les dettes que nous contractons, c'est pour les infrastructures. Ce ne sont pas les dettes que nos partenaires, comment dirais-je, traditionnels nous accordent. Parce que les crédits qu'ils nous accordent, c'est pourquoi? Bon, c'est pour le filet social, bon, c'est pour équilibrer les finances. Qu'est-ce que cela nous rapporte en réalité?
Nous voulons des infrastructures. Ce sont les infrastructures qui induisent le développement. Nous voulons relancer le processus industriel. C'est ce qu'il nous faut. Et l'Union africaine a pris le taureau par les cornes. Et pour vous rassurer, s'agissant du pessimisme qui semble vous habiter, je veux vous dire que l'une des mesures phares que l'Union africaine prend dans le cadre de l'agenda 2063, c'est que l'Union africaine, contre l'avis de tous les partenaires internationaux, a décidé de moderniser ou même d'ultra-moderniser le rail. Parce que quand vous voyez le chemin de fer passer, eh bien vous ne savez pas que le chemin de fer, eh bien c'est un outil stratégique. Vous voyez les rails, je venais dans le bus l'autre jour, eh bien quand je vois les rails de notre chemin de fer, eh bien, l'écartement, c'est 1 mètre. Et vous savez que la décision de nous appliquer l'écartement d'1 mètre, c'est une décision stratégique. C'est pour que nous ne nous engagions pas dans le chemin de fer propre aux pays industrialisés, qu'on appelle le rail standard, l'écartement standard. Voyez. Et donc la courbe sera renversée. Nous sommes encore coincés pour l'instant dans l'écartement métrique. C'est l'écartement métrique, c'est-à-dire l'écart entre les deux rails, c'est 1 mètre. Or, l'écart des deux rails ne permet pas au train d'aller vite. Et il y a eu un grand débat dans les années 70. Il y a des articles qui ont été écrits. Je peux par exemple vous rappeler un article écrit par Monsieur Frongalan, qui a écrit un article pour légitimer, pour justifier le maintien de l'écart métrique s'agissant du rail. Parce qu'il y a un certain nombre de pays africains qui avaient décidé de passer à l'écartement standard qui est utilisé dans les grands pays. Eh bien, l'Occident a dit non. Il vaut mieux que l'Afrique reste avec l'écartement métrique, parce qu'on n'a pas besoin de cela. Or, l'écartement métrique, cela nous donne ce que nous savons, à savoir pour partir de Douala à Yaoundé, je crois c'est environ 250 km. Nous faisons combien? Peut-être 4 heures de route, 4 heures de train. Bon. Alors qu'à l'inverse, de l'autre côté, ça fait... L'Union africaine a donc dit, cela suffit. Nous passons à l'écartement standard qui est utilisé dans les pays du monde entier et qui peut accueillir les trains à grande vitesse. Merci. Je voudrais amener le téléspectateur à saisir l'enjeu stratégique de cette décision de l'Union africaine, pour ne prendre que cet exemple. Il ne s'agit plus d'un rêve. Tous les chemins de fer qui sont construits en Afrique maintenant, eh bien, obéissent à cette norme, parce que c'est une décision stratégique de l'Union africaine. On revient à vous, c'est avec plaisir, mais je ne suis pas logé dans l'afro-pessimisme. Pour rebondir sur cette question. Il y a plein de téléspectateurs qui se bousculent. Hein. Oui, d'accord. Je voulais justement simplement rebondir sur ce qu'il vient de dire. Parce que, s'agissant du chaos, parce que le chaos, c'est l'un des objectifs de la guerre hybride. Parce que le chaos, c'est l'objectif de la guerre hybride. C'est l'objectif par excellence. Si vous avez quelque chose à retenir du propos que nous sommes en train de tenir ici, oui, c'est la chose suivante. L'objectif de la guerre hybride, c'est l'installation du chaos dans la durée. Pourquoi le chaos? C'est-à-dire que lorsque l'Occident s'adresse à l'Afrique, eh bien, il y a des injonctions s'agissant de la démocratisation du continent, s'agissant du développement. Il ne s'agit là que d'un leurre, parce que l'objectif de la guerre hybride ou de la déstabilisation des États n'est pas de remplacer un ordre défaillant par un ordre supérieur, pour un ordre étatique meilleur. Mais c'est ce qui est visiblement présenté. C'est ce qui est visiblement présenté. Peut-être formellement, parce que le cas de la Libye, c'était ça. Oui, c'est ce qu'on a dit. On le voit donc. Alors, l'Irak, ça fait l'Afghanistan, parce que ça a commencé par l'Afghanistan. Dans les années 1979, oui. Ça fait 41 ans de chaos. Le chaos libyen durera
autant, sinon plus, comme le chaos, comment dirais-je, irakien est en train de durer. Et il y a un chaos que j'appelle souvent le chaos de basse intensité. C'est le chaos du multipartisme. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on a introduit le multipartisme de compétition? Pourquoi est-ce qu'on l'a imposé ici? C'est justement pour que les pays africains n'aient pas la possibilité de constituer de grandes coalitions nationales pour porter la problématique du développement. C'est la raison pour laquelle tous les débats politiciens autour des élections libres et transparentes, observez au Cameroun, un pays comme le Cameroun compte combien de partis? Alors pourquoi l'émiettement? Il y a plus de 300 partis. En fait, voilà. Alors, 300 partis, vous cherchez le chaos. Voilà un exemple de chaos. Voilà le chaos, n'est-ce pas, de basse intensité. Et ensuite, on a introduit la démocratie comment dirais-je, de compétition. Parce que lorsqu'on parle de la démocratie, eh bien, il ne faut pas avoir l'illusion de penser que la démocratie, c'est seulement la démocratie occidentale de compétition. Parce qu'il y a d'autres formes de démocratie. Et l'Afrique, depuis l'Antiquité, a expérimenté la démocratie de consensus sous, comment dirais-je, sous un concept extrêmement important que nous utilisons beaucoup en histoire et en philosophie, sous la maths. La maths, c'est l'harmonie, c'est le consensus. Et notez que tous les États qui ont fonctionné sur la base du consensus et non de la compétition ont duré pendant des milliers d'années. L'État égyptien, qui était fondé sur le consensus et sur l'harmonie, a duré 3000 ans. Un seul État. L'État chinois, c'est bientôt 3000 ans. Un seul État qui dure autant. Maintenant, les États qui ont introduit la fameuse démocratie de compétition, nous constatons qu'après à peine 300 ans, eh bien, ces États-là donnent déjà des signes d'essoufflement. D'ailleurs, la fameuse démocratie de compétition a été instaurée en Europe vers le 19e siècle. Oui. Pourquoi? C'était pour gérer un problème précis. Il faut que les Africains le sachent. La démocratie de compétition et les mandats à durée déterminée, des mandats de 4 ans, 5 ans, ont été instaurés par la bourgeoisie et par les banquiers pour régler la question de la dette. C'est-à-dire que la question de la démocratie occidentale est inséparable de la question de la dette. Pourquoi? Parce que dans l'ancien régime, les souverains contracter des prêts auprès des banques. Et généralement, ces dettes-là s'éteignaient avec la mort des souverains. Voilà ce qui s'est passé. Maintenant, à partir du 18e siècle, 19e siècle, eh bien, comme les dettes n'étaient pas remboursées à la mort des souverains, les banquiers ont donc commencé à organiser les forces politiques pour que ces forces politiques-là contestent l'autorité du roi, exigent la démocratie, la démocratisation de la société, la participation comment dirais-je, à la vie politique. Et c'est ainsi que les dettes ont été nationalisées. C'est-à-dire que la dette n'est plus liée à la personne du roi. Désormais, la dette est prise en charge par l'ensemble de la société. Et cela signifie que si un dirigeant, le dirigeant d'un État, meurt ou quitte le pouvoir après 4 ou 5 ans, eh bien le gouvernement qui arrive endosse la même dette et sera obligé de payer la dette. Il faut donc dire aux Africains que en 1989-1990, l'imposition de la démocratie dans nos États faisait partie des conditionnalités des institutions financières internationales. Ce n'est pas le fait du hasard, c'est parce que c'est parce que historiquement, la démocratie multipartite et concurrentielle est étroitement liée à la question de la dette. C'est de cela qu'il s'agit. Merci beaucoup à professeur Nkolo Foué. On va prendre le premier jeu d'appelons. Vous avez vu vous-même que la matière ici est assez profonde, forte et suffisante. Alors, la parole est à vous. Je vais, Margot, vous attendez depuis, chers téléspectateurs. Je crois que c'est une téléspectatrice. Téléspectateurs, évidemment. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour à vous, Monsieur Etoundi, bonjour à Afrique Média, bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média, bonjour également aux braves hommes et femmes qui travaillent dans l'ombre et permettent que nous puissions communiquer. Bonjour au professeur Kolofoé et bonjour également au professeur Charles Roman Mbede. Nous vous remercions, Monsieur Etoundi, et remercions la direction centrale d'avoir invité ces chers messieurs, ces professeurs, afin qu'ils puissent nous édifier. Nous leur prions de créer beaucoup plus d'espace, de temps libre dans leur emploi de temps afin de venir étayer la lanterne des Camerounais et des Africains en particulier. Au début de l'émission, le professeur Charles Roman Mbede a parlé de l'indépendance et il a martelé que les pays africains étaient souverains et indépendants et qui défendaient becs et ongles leur souveraineté. Et dans au cours de l'émission, le professeur Kolofoé a également mentionné cela. Mais moi, je suis pas du tout d'accord avec eux parce que nous pouvons constater que la France continue de tenir la leste. Donc, nous voyons beaucoup de pays africains qui souffrent sous le coup du franc CFA. Et il y a un instant, le professeur Charles a essayé de démontrer que nous pouvons, que les présidents de l'Afrique centrale s'étaient rassemblés pour étudier cette problématique. La question que j'aimerais poser avant de faire ma doléance, c'est de savoir est-ce que réellement, cher professeur, le Cameroun, par exemple, pour ne citer que ce pays-là, est indépendant, avec l'indignation du professeur Nkolo tout à l'heure vis-à-vis des propos de ce monsieur qui, quelques semaines, avait convoqué certains présidents et quelques jours a encore glissé par sa manière un peu néfaste de la diplomatie en prétendant qu'il avait donné des injonctions à notre président pour pouvoir faire certaines choses. Est-ce que vous croyez qu'à ce niveau, avec tout ce qui se passe, croyez-vous vraiment que nous sommes indépendants, cher professeur? Je vous prie vraiment de répondre. Et ma doléance serait, est-ce que vous ne pouvez pas vous constituer, vous, ces hommes qui êtes assez outillés, qui est assez vigilant, assez avisé en brain trust pour déposer tous les 3 mois sur le bureau de l'exécutif des rapports ou alors des propositions pour la bonne marche de l'Afrique et du Cameroun en particulier. Je ne serai pas long parce que les téléspectateurs qui ont appelé avant moi ont développé un aspect vraiment important, celui de l'éducation, parce que nous constatons bel et bien que tout ce que vous enseignez dans vos amphis, dans les amphis et les différentes universités et les écoles que vous tenez ne sont pas réellement appliqués et que c'est quelque chose qui va en déphasage avec ce que nous vivons. Les Camerounais, par exemple, s'entretuent pour une question de langue. Ne pourriez-vous pas prendre cela en considération et créer un nouveau type de Camerounais ou africain qui sera à même de comprendre les enjeux que vous êtes en train de brillamment expliquer? Merci à vous, cher professeur, et je vous prie de bien vouloir me répondre. Merci à vous, monsieur Hubert Etoundi. Si vous voyez, les professeurs peuvent constater que vous-même vous êtes des panélistes constitués de part et d'autre. Merci. Vous donnez la peine pour contribuer. On va à Yaoundé. Jamal, vous nous attendez depuis un certain moment. Bon après-midi, bonsoir et bienvenue. Bonsoir mon cher frère Toundi, bonsoir à tous les panélistes, nos aînés qui sont vraiment un exemple. Si tous nos aînés pouvaient prendre ce chemin du nationalisme, c'est que nous tendrons directement vers la liberté. Une liberté, peu importe de quel chemin, de quel côté ça viendra. Je prends un exemple sur ce que on ne sait pas si c'est un Malien sénégalais qui se prend pour Camerounais, qui se permet de s'approcher du président Macron jusqu'à vouloir dire qu'il y a un génocide au Cameroun et que ce fameux président, ce jeune président, permet de dire que je sais, alors qu'il ne sait absolument rien. Et il se permet de dire cela. Et ce qui est encore surprenant, cela confirme bien que seul le bandit fait la pression, seul le braqueur fait la pression, donc celui qui est un harceleur sexuel fait la pression. Ça veut dire que le Cameroun est indépendant. Nous avons de la pression venant des voleurs. Et ce qui est encore plus marrant, c'est que comment si c'est un Sénégalais malien qui s'est autoproclamé Camerounais, qui parle à la place des Camerounais, qui se permet de dire qu'il y a du génocide au Cameroun, qu'il y a des bombes au Cameroun, il y a plus de 21 de morts. Entre-temps, il y a un Français qui est l'homme des gilets jaunes, qui veut s'approcher de son propre compatriote. On l'arrête. Vous ne voyez pas que de là, il y a quelque chose dans une organisation que cette France a organisée
pour pouvoir, comme ce jeune ne peut plus s'approcher de Povia, il se permet de, ce n'est que de cette manière pour nous sortir une communication trop bidon. Même en diplomatie, ça ne se passe pas. C'est jeune. Alors, cela confirme que quoi? Cette guerre hybride que nous avons, elle est multiple. Première des choses, nous avons perdu toutes les différentes guerres à cause de la communication. Derrière la communication, nous avons perdu ce qu'on appelle le patriotisme et le nationalisme. Je vous assure, vous pouvez parler l'anglais, le français, le chinois, mais si vous n'avez pas en vous le nationalisme, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pour ça que même les collabos, nous devons contrôler nos collabos. Donc nous, le prochain pouvoir qui vient d'Afrique noire, par exemple au Cameroun, nous devons nous rassurer que celui qui prend le pouvoir, qui peut remplir un certain nombre de critères, qui ne viendra pas museler notre communication, qui ne viendra pas vendre nos ports, vendre nos aéroports, vendre nos routes au plan. Voilà là où le problème se pose. C'est pas de dire qu'on va essayer de suivre quelle radio. On peut suivre pour les contrarier, mais en nous, dans notre peur, nous avons d'abord Allah, qui est le Dieu suprême, le nationalisme. Comprendre que c'est d'abord le noir. Et un noir qui vient s'associer. Je prends encore un autre exemple. Et vous allez m'excuser, moi je fais droit au but. Depuis un certain temps, il y a un journal qu'on appelle l'anecdote, qui me surprend tous ces derniers jours. Ils ont fait des amplifications au port. La première fois qu'ils nous ont sorti, ils ont dit que, oh, vraiment, il y a 30 000 emplois que Bolloré employés au Cameroun. Il faut qu'on le rappelle bien que c'était 30 000 emplois de misère. Maintenant, ils ont refait une autre enquête. Oh, il y aurait une banque corruptie au Cameroun parce que tous les conteneurs sont bloqués. Que cette anecdote la comprend que le port, c'est pour le Cameroun, c'est pour les gens. Même si nous allons à terre, plus jamais on ne peut pas entendre un mercenaire comme Bolloré. Voilà notre guerre hybride où nous devons combattre aussi nos frères qui ont des presses, qui ont des télévisions, mais qui veulent la division de l'Afrique noire. Ils sont nombreux. Kalabougat. Il faut observer que l'Afrique est en permanence sous la pression de l'extérieur. Et cette pression-là fait en sorte que l'Afrique n'évolue pas au rythme qui aurait dû normalement être le sien. Malgré ces pressions, quand même, l'Afrique a réussi à édifier des États à peu près viables. C'est la raison pour laquelle l'objectif des guerres hybrides, c'est de créer des États faillis. C'est ça l'objectif. J'ai dit hier qu'il ne fallait pas inverser la causalité. Ne pas croire que nous avons des problèmes actuellement parce que nous sommes mal gérés, parce que nos gouvernants sont incapables de gérer nos États. Eh bien, Samir Amin, c'est le grand économiste africain qui est décédé il y a quelques années, qui disait la chose suivante. Si nous faisons le bilan de la décolonisation, nous comparons ce bilan de la décolonisation, ou bien le bilan des Afriques indépendantes, au bilan de la colonisation, nous allons nous rendre compte d'un fait qui n'attire pas l'attention des gens. Il a pris l'exemple extrême. Il a dit, prenons la gestion de l'État par un personnage comme Jean Bédel Bokassa. Samir Amin dit que en une quinzaine d'années, Jean Bédel Bokassa a fait plus de progrès dans son pays que la France en une quarantaine ou cinquantaine d'années de colonisation de la Centrafrique. Ça, c'est la vérité. Vous parlez de Jean Bédel Bokassa. Jean Bédel Bokassa. Avec ce que la Centrafrique oui, ce que la Centrafrique a fait sous Jean Bédel Bokassa pour ne prendre que cet exemple-là. Et ce sont ces acquis-là, parce que Samir Amin a pris cet exemple-là exprès. C'était l'exemple extrême pour dire, bon, c'était un personnage odieux, bon, un personnage loufoque, mais quand même qui a construit cette partie d'Afrique mieux que ne l'a fait la colonisation.
Donc cela signifie quoi? Cela signifie que depuis les indépendances, malgré les faiblesses de nos dirigeants, parce que nos dirigeants, nous avons l'habitude de les critiquer, je les critique aussi, mais je le fais avec mesure en me disant, au fond, ces gens sont comme nous et ne sont pas différents de nous. Parce que les gens qui se font élire président de la République, ils sont comme nous. Ceux qui sont députés, ceux qui sont ministres, ils sont comme nous. Donc, ils reflètent plus ou moins l'état actuel de notre évolution historique. Et lorsque j'évalue globalement cette évolution historique, je pense que beaucoup de choses ont été faites. On parle de la misère, mais le problème de la misère, là, je crois que les Africains ne savent pas ce qu'était l'Afrique à l'époque coloniale. Combien d'écoles on avait, combien d'hôpitaux on avait, combien de routes on avait. Mais les efforts que l'Afrique fait depuis les années 60, moi je crois qu'il faut saluer ces efforts-là, tout en encourageant nos dirigeants à aller de l'avant. Et surtout en faisant en sorte que, eh bien, ces dirigeants ne soient pas en permanence sous la pression des opposants, il faut dire les choses telles qu'elles sont, qu'on leur met dans les pattes pour les empêcher d'évoluer, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Aussitôt qu'un dirigeant s'est installé au pouvoir, le lendemain, on lui met dans les pattes des gens pour gêner son action. Et c'est ce que nous avons appelé là tout à l'heure, le chaos de basse intensité. Bon, ça c'est un aspect de la question. Et l'autre aspect de la question, je pense que tous les téléspectateurs qui ont insisté sur la question de l'éducation, la question de la culture, ils ont eu raison. Et là aussi, je pense qu'il y a eu des progrès. La question des langues nationales a été posée. Eh bien, je dois vous dire que de ce point de vue, le Cameroun a fait beaucoup d'avancées. Parce que à l'école normale supérieure, où Charles Roman Bellet et moi-même nous enseignons, le gouvernement a créé un département de langue et culture camerounaise, où on enseigne la plupart des langues camerounaises. Cela nous prépare justement à ce qui va se passer dans les décennies à venir, à savoir que nous allons africaniser notre éducation, nous allons utiliser les langues nationales, et c'est cela justement la voie qui avait été indiquée par Chekater. S'agissant de la culture, je termine par là. Eh bien, je dois dire que la question de la culture est une question essentielle. Elle est essentielle parce que les grandes mutations que les peuples connaissent dans l'histoire, dans leur histoire, l'ont été faites justement à partir de l'élément culturel ou de l'élément éducationnel. Je prends un exemple très simple. Oui. Vers le. Je termine par cet exemple-là. Au XVIIIe siècle, l'Europe se trouvait à la croisée des chemins. Il était question de choisir un modèle de développement approprié, adapté à la sortie de l'Europe, notamment de la France, de l'ancien régime. Et les jésuites qui avaient séjourné en Chine avaient commencé à proposer l'adoption par l'Europe du mode de gouvernement chinois, avec à la tête de l'État, avec comme gouvernants les mandarins, les scribes, etc. Mais en même temps, ils adoraient le régime des rites, parce que le régime chinois ressemble un peu au système africain, qui est fondé sur, d'abord dans l'Antiquité avec l'Égypte, bon, c'était les scribes, bon, mais en même temps, la société et l'État s'étaient beaucoup appuyés sur le système des rites. Et ça, c'est la dimension culturelle de la chose. Alors, il y a Montesquieu qui a réagi par rapport à cela. Parce que le point de vue de Montesquieu... Le docteur Guy, sans vous vouloir vous titiller, dit que vous citez beaucoup plus
la culture... les Occidentaux. Non, mais je les cite parce que c'est eux qui viennent avec les guerres hybrides. Oui, alors c'est la raison pour laquelle je les cite. Oui, parce que et la culture universelle nous appartient. Elle est à notre disposition. Elle est à notre disposition. Elle est à notre disposition parce que tout ce que l'être humain a créé et que nous estimons être bien pour nous, est à notre disposition. Et de ce point de vue-là, nous ne développons pas les orientations des dernières théories des cultural studies qui parlent d'appropriation culturelle. Nous pensons c'est pas une appropriation. Non, nous pensons juste pas des que références. La culture européenne appartient aux Européens, la culture américaine appartient aux Américains, la culture africaine appartient aux Africains. Non, la culture appartient à l'ensemble de l'humanité, parce que c'est des êtres humains qui ont des désirs, des intérêts et autres, qui nous ressemblent, qui ont créé la culture pour résoudre des problèmes qui se posaient à eux. Si la manière dont ils résolvent ces problèmes, comme un élément de domination. Non, nous devons nous reporter à ces cultures de façon avec la pensée critique, avec le discernement, avec la capacité de juger par rapport à nos intérêts et aux objectifs que nous je viens à vous laissons terminer. Vous parlez de Montesquieu. Si Guy est attentif à notre discours, il est en train de suivre. Il aurait pu comprendre que en toile de fond, il y a Cheikh Anta Diop. Parce que lorsque nous parlons, l'arrière-fond, c'est Cheikh Anta Diop, c'est Kwame Nkrumah, c'est Martien Towa, c'est Samir Amin. Voilà nos références. Et d'ailleurs, la terminologie que nous utilisons, c'est une terminologie qui est propre à ces gens-là. Donc, nous nous inscrivons dans une école de pensée bien déterminée. C'est cette école-là. Maintenant, Montesquieu s'est posé dans la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut accepter ce régime qu'il appelait à l'époque le despotisme oriental? C'est comme ça que à l'époque, il décrivait le système chinois et le système africain. Il a dit non, nous voulons d'un autre modèle. C'est le modèle qui place le marché au cœur du dispositif avec un élément autorégulateur. Et cet élément autorégulateur, c'est l'argent. Et c'est donc la raison pour laquelle, à cette époque-là, Montesquieu décrète, et pas seulement Montesquieu, la plupart des penseurs européens, depuis Montesquieu, Hegel et tous les autres, ils ont dit, ceux qui doivent diriger la société, ce sont les marchands. Nous ne voulons pas d'un système dirigé par les lettrés, par les mandarins, et qui s'autorégule à travers les rites. Or, précisément, pour revenir donc à l'Afrique avait fait le choix inverse. L'Afrique et la Chine. L'Afrique et la Chine avaient décidé de placer aux manettes non des marchands, mais des mandarins et des scribes. Deuxièmement, ils ont dit que la société serait régulée par des rites. Et c'est la raison pour laquelle les rites occupent une place si importante dans nos sociétés. Le combat actuellement sur le plan culturel est le suivant. Est-ce que nous acceptons la forme de gouvernance néolibérale où la société est régulée par l'argent, ou pour accéder au pouvoir, il faut avoir de l'argent, on achète des places pour se faire élire, pour être candidat à la présidence de la République, à la députation, il faut payer des sommes dissuasives. Est-ce que c'est cela qu'il faut? On aurait pu trouver un autre élément discriminant. Pourquoi seulement discriminer par l'argent? Parce que on a dit à un moment donné que il faut pas des candidatures fantaisistes. On aurait pu aussi discriminer par l'intelligence. On aurait pu discriminer par la sagesse. Et c'est comme ça que l'Afrique avait réglé le problème. Et c'est pourquoi je dis que l'élément de la culture là est un élément extrêmement important. Donc nous revenons aux rites, parce que les rites hiérarchisent la société. Avec à un moment donné, vous avez
les anciens, vous avez les sages, et la moralité est au cœur de la gestion de la société et de la régulation de la société. Ce qui se passe actuellement, à partir du moment où nous avons décidé d'adopter le mode néolibéral de gestion de la société, eh bien, ce sont les gens qui ont l'argent, ce sont les marchands, mais aussi des voyous, pour dire les choses telles qu'elles sont, et qui s'emparent de la direction des affaires. Et c'est là donc que nous devons saisir l'importance de la culture. Et vous observez aussi que dans nos sociétés actuellement, il y a des jeunes gens là qui ont accumulé beaucoup d'argent et qui vont déstabiliser les notabilités traditionnelles et qui marginalisent qui violent tous les tabous qui font la force des sociétés, le tabou d'inceste, le tabou de l'homosexualité, le respect des aînés. Et d'ailleurs, actuellement, il y a un discours qui circule de plus en plus sur le jeunisme. Il faut donner le pouvoir aux jeunes, il faut ceci. Ah ben vous voyez, ça c'est un discours de type néolibéral. Et d'ailleurs, il y a des jeunes gens, enfin, je ne sais pas si c'est des jeunes gens, il y a des personnages de 38 ans qu'on célèbre au Cameroun parce qu'ils seraient jeunes. Je vais vous dire que lorsque nous grandissions, à 25 ans, nous avions déjà atteint la pleine maturité. À 35 ans, nous étions considérés comme vieux. On est plus jeune à 39 ans. On est plus jeune à 40 ans. Et c'est la raison pour laquelle nous incitons nos gouvernants à responsabiliser justement les gens très tôt. Plus ils sont responsabilisés très tôt, plus ils mûrissent aussi vite. Et ils n'auront plus à nous embêter avec cette histoire, mettez les jeunes au pouvoir. Parce que les jeunes doivent grandir et mûrir en assumant les responsabilités sociales et en assumant les responsabilités politiques. On ne les met pas de côté en leur demandant d'attendre. Parce que si vous les mettez de côté en leur demandant d'attendre pour qu'ils mûrissent, eh bien ils ne mûrisseront jamais. Et ce qui va se passer, c'est que à 38 ans ou à 39 ans, eh bien, ils proclameront toujours qu'ils sont jeunes alors qu'ils sont déjà vieux. Donc nous pouvons régler ces problèmes-là avec les outils de notre propre culture. Merci. Voilà. Alors, l'Afrique connaît des avancées significatives en termes d'émancipation, il faut le dire. Plusieurs observateurs s'accordent à dire que le peuple camerounais restera toujours debout et défendra jalousement sa souveraineté jusqu'au bout du monde. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.